J'ai plein de copains qui ont vu Dogman et qui m'ont dit t'es dingue. Parce qu'ils voulaient savoir ce que ça fait. Ils veulent savoir le regard des gens sur l'handicap. Les étudiants, c'est la force vive de notre pays dans les 20 prochaines années. J'ai réussi à me faire pleurer en écrivant, moi. Alors justement, là... Je pense qu'un quelqu'un de créatif, au départ, c'est quelqu'un qui a un manque de quelque chose. Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il existe, entre guillemets. Plutôt envie de partager la douleur des gens que de leur mettre une claque, quoi. Tu réponds donc à ma question. Parce que la Terre est plate. Bonjour Luc Besson. Eh ben comment ça va? C'est un plaisir et un honneur de te recevoir ici aujourd'hui. Tu viens 4 ans après la sortie d'Anna pour ta nouvelle réalisation Dogman. C'est un film que tu as écrit et réalisé et qui sera dans les salles à partir du 27 septembre. Donc si je prends le temps de rappeler ce qui peut sembler être une évidence pour tout le monde, à savoir que tu as écrit et réalisé, c'est parce qu'on a parfois tendance à te prêter des casquettes qui peuvent faire oublier que tu es avant tout un artiste et un artisan, un rêveur mais un bosseur aussi, qui n'enferme pas son imaginaire dans sa chambre et qui se bat pour qu'il en sorte. Sauf que cet aspect de toi intéresse parfois moins les médias, qui préfèrent s'attarder sur le Besson businessman pour installer tout un imaginaire autour du pouvoir, de l'argent et des zones sombres dès que possible. Et donc, artiste, c'est ce que t'es avant tout ou c'est ce que t'es tout court? C'est ce que je suis tout court. En fait, j'ai jamais été businessman. J'ai pas fait d'école de commerce, je viens pas de là. Moi, j'ai des parents moniteurs de plongée, donc je viens pas de là. Le truc, c'est que j'ai eu une chance assez incroyable. J'ai fait un film ou deux qui ont marché énormément. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de sous. Et on s'est dit, bah, c'est génial, mais j'ai pas placé ça dans des places de parking. Je me suis dit, bah, on va faire des films. Donc j'ai pris plein de poteaux un peu de partout. Et puis la boîte, elle a grossi. On a fait des films dans tous les sens. Et tant qu'on avait de l'argent, on faisait des films. Mais dans l'imaginaire des gens, on peut pas avoir de l'argent et pas être businessman. Mais Parce qu'au départ, c'est donc c'est par la force des choses que la machine à cash s'installe dans la fabrique à émotions. Et derrière ça, on s'adapte. Oui, mais en plus, c'est pas. D'abord, ça se contrôle pas. Le premier gros succès qu'on a, c'est Taxi. Taxi, on a mis 2 ans. Tous les acteurs de Paris ont refusé le film. Les gens voulaient pas le faire. Ils voulaient surtout pas un maghrébin dans le rôle principal. Donc ça a été un peu compliqué d'imposer mon camarade. Et puis, on met pas du rap dans des comédies françaises. Et puis, on a été à Marseille. On a pris toute la bande des Marseillais pour faire la bande son. On s'est éclaté, en fait, tout simplement. Et puis d'un seul coup, t'as un miracle. Là, c'était vraiment un miracle parce que quand même le metteur en scène, il s'est cassé le bras en 3 la veille du tournage, donc il n'y avait pas de metteur en scène. Enfin, c'était vraiment une grosse. Et puis le film, à notre grande surprise, cartonne et c'est génial. Puis après, il faut en profiter, donc on se dit, bah, on va faire d'autres films. Mais là, peut-être la seule chose dont je suis le plus fier, c'est que je crois qu'avec Europe 1, on a fait 17 premiers films. C'est-à-dire des jeunes mecs qui ont fait leur premier film, dont Louis Leterrier qui fait Fast and Furious, dont ça me fait vraiment plaisir. Mais toute cette dynamique-là, t'as installé dans une logique de business, en tout cas au regard de certaines personnes, l'Empire, Besson, etc. etc. Ouais, ça c'est facile. Ce qui t'a aussi éloigné de l'aspect artiste. Ce que t'es avant tout, est-ce que c'est ce qui compte le plus? Ouais. Mais tu vois, les 5-6 dernières années, il y a des fois, j'étais dans la rue, je voyais des affiches de films, il y avait marqué Europa, je sais même pas ce que c'était. J'ai dit, ah bon, on a fait ça, nous? C'est-à-dire que ça avait pris une espèce de taille que je connaissais pas, qui me plaisait pas. Puis après, il y a des gens qui viennent dans le casting, qui sont là qui ont des cravates, qui s'occupent de la boîte et tout. J'ai pas eu les bons castings, j'ai pas pris forcément les meilleurs. Et ce poids-là, en fait, me gênait. En fait, je suis très content depuis le Covid, puisque tout le monde est resté enfermé pendant 2 ans. Ça m'a permis de m'occuper de mes enfants, déjà, surtout. Et j'ai beaucoup écrit et j'ai repris un plaisir de dingue parce que ça part de là, c'est ça que j'aime. C'est ce que tu as toujours fait. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai 16 ans. Le 5e élément, je l'ai écrit à 16 ans. Donc c'est vraiment ma veine, c'est ce que je préfère.
Tu peux écrire et les 500 chevaux envahissent la ville, rayer, mettre les 2000 chevaux envahissent la ville, et personne ne t'emmerde. C'est ton monde. Voilà. Après, le producteur te dit, tu peux le faire avec 20 chevaux, s'il te plaît, parce que j'ai pas d'argent. Mais en tout cas, à l'écriture, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui me... Tu t'en vas où tu veux. Et c'est ce que tu as trouvé de mieux pour attirer l'amour? Ah, c'est une jolie question, ça. Je pense que c'est probablement pour s'aimer un peu plus, plutôt qu'aimer les autres. Mais je pense que quelqu'un de créatif, au départ, c'est quelqu'un qui a un manque de quelque chose. Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il existe, entre guillemets. Moi, j'ai des parents divorcés, m'ont mis dans une pension. Donc tu te dis, oulala, faut que j'existe. Et, euh, et faire un petit dessin au fond d'une grotte, c'est pas nouveau. L'artiste, c'est celui-là, c'est celui qui fait un petit dessin pour dire, m'oubliez pas. Je pense que le premier désir de l'artiste, c'est celui-là, c'est de dire, j'existe, ne m'oubliez pas. Parce qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a j'existe aujourd'hui, ne m'oubliez pas sur l'aspect posthume de la chose. Oui, Et il y a le j'existe aujourd'hui qui est. Oui, ne m'oubliez pas, même aujourd'hui. Ouais. L'art comme un cri. Ah oui, bien sûr. C'est que ça. Bah, le plus simple, c'est la chanson. Parce que lui, physiquement, il crie. Enfin, il chante, mais il pousse la voix. Après, les autres, c'est un peu plus raffiné, des fois. Mais oui, bien sûr. La création, c'est ça. Et la quête d'amour. Et la quête d'amour, parce qu'on ne peut pas vivre sans, à ma connaissance. Et oui, quand on a été mal agencé par rapport à l'amour au départ, parce qu'on a des manques, mais c'est assez commun, hein, j'ai pas l'impression d'être exceptionnel, c'est pratiquement 90% des gens que je connaisse, bon tu me diras 90% des gens que je connaisse sont des artistes, mais bon, c'est des gens qui ont manqué d'affection d'une façon ou d'une autre. Pas de façon forcément dramatique, mais c'est un manque qu'on essaie de compenser par, voilà, par une extériorisation de notre émotion et de... tu vois, là j'ai fait pas mal de villes pour présenter Dogman. La salle se rallume, je vois des gens. Il y a une fille qui posait des questions, elle n'avait même pas à la poser tellement elle était émue. Mais j'ai eu la même quand j'écrivais. J'ai réussi à me faire pleurer en écrivant, moi. Alors justement, Douglas, le Dogman, c'est précisément quelqu'un qui a manqué d'amour de façon dramatique, comme tu l'évoquais là maintenant. Je dirais, c'est pire que ça, lui. C'est pas qu'il en a manqué, c'est que lui, il en a pas eu. Il en a pas eu. Ah ouais. Voilà. C'est au départ l'histoire d'un gosse qu'un père tortionnaire enferme dans une cage à chiens. Histoire vraie. Et l'idée t'est venue d'un fait divers. Pourquoi cette histoire en particulier a retenu ton attention plus qu'une autre à la lecture de différents faits divers? Parce que c'est inimaginable. Je suis père de 5 enfants. Je ne sais pas... je sais pas quel twist dans le cerveau tu peux avoir pour arriver à ce degré de haine. De cruauté. Ouais, je pense en fait, le père, probablement, en tout cas, moi dans le scénario, le père c'est quelqu'un qui n'aime pas la vie. Il en veut à la vie. Il en veut pas à quelqu'un. C'est-à-dire tout ce qui est vivant, il faut qu'il le détruise. Voilà. Il y a une espèce de destruction intérieure, c'est le diable. Le diable n'aime pas la vie. Et ce père-là, il supporte rien de vivant. Et le personnage est puni d'exister. Pas pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Il est puni de son indépendance aussi, parce que il s'en va dans sa tête. C'est un gamin qui est déjà rêveur. Donc il peut pas le contrôler. Alors qu'il contrôle le frère qui est un peu plus âgé. Il le contrôle via la religion. Parce que en Amérique, ils ont quand même une notion du christianisme qui est un peu particulière. Et à la lecture de ce fait divers, tu t'interroges sur ce que peut donner en tant qu'adulte un enfant qui grandit comme ça. Non, c'est comment il s'en sort. Comment il s'en sort. On est tous liés par la souffrance. Tout le monde. On a tous connu la souffrance, on a tous perdu quelqu'un de cher, un ami, un chien, un travail. On connaît la souffrance, on la connaît. D'ailleurs, quand on se rencontre, quand deux personnes se rencontrent et commencent à se connaître, on apprend à se connaître par le biais de la souffrance. On raconte sa vie, on raconte
Ah, j'étais petit, j'ai souffert de ça, etc. Mhm. On se raconte jamais par le bonheur. J'ai une super maison avec une Rolls Royce et une piscine. euh, Tu t'en vas. Il y a forcément la jalousie. Donc on partage pas le bonheur. C'est parce que le malheur est plus répandu. D'abord parce qu'il est commun. Il est commun à tout le monde. C'est une marque de reconnaissance entre les gens. Mhm. Et mais je peux te raconter une petite histoire. Avec plaisir. En fait, un jour, c'était dans le tournage d'Atlantis. Donc j'ai passé 2 ans avec des poissons. Ça m'a fait du bien. Et j'étais sur une paroi à peu près à 50 mètres de fond. Ben, il y avait un fond de 2000. Et sur la paroi, je vois une ombre passer. Et normalement, tu as toujours un bateau qui te suit. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi il a coupé son moteur? Parce que j'entendais pas le son du bateau. Donc, je me retourne, et en fait, c'est un requin marteau qui fait 5 mètres. Un, un- un bon gaillard bien velu, tu vois, bien 3 tonnes, qui passe de gauche à droite comme ça, mais très très doucement. En fait, il nageait pas, tu vois, il avançait un peu, il planait un peu. Et le premier réflexe, quand tu te retournes, je me suis raidi, je me suis dit, wow, parce que je suis tout seul, et il fait juste 3 tonnes. Et donc j'ai eu un petit mouvement de recul et de peur comme ça, et puis au moment où il est passé devant moi, j'ai vu son œil. Et son œil m'a regardé de bas en haut comme ça. Et dans son œil, il y avait, ah, toi aussi? Toi aussi, t'es tout seul? Et il est passé. Je me suis senti ridicule d'avoir eu peur de ce requin. Et compris par ce requin. Ouais, complètement. Il m'a pas agressé, il m'a rien fait, il m'a juste regardé, genre, hein, salut. T'es là à sillonner aussi, tout seul. Et ça m'a bouleversé, ce moment. Parce que la solitude est partout, Mhm. et la souffrance est partout, même chez lui. Il est tout seul, hein. Un requin, tu sais, il n'a pas ce qu'on appelle de glande natatoire. Il peut pas s'arrêter. Donc il est condamné Être à vivant. errer, en fait. Mhm. Et c'est pas très sympa comme vie quand même. Parce qu'on est là à dire du mal d'eux, mais c'est pas cool, hein, comme vie de errer dans le bleu toute sa vie. Tu vois. Seul. Oui, donc Mhm. j'ai beaucoup d'affection pour eux. Quel genre d'adulte ça donne dans Dogman? C'est quoi comme adulte, Douglas? En fait, il avait le choix, Douglas. Avec tout le malheur qu'il a pris sur la tête, il avait le droit, presque, d'aller vers le mal. Il avait le droit de se venger. Il avait le droit de tuer, éventuellement. Et ce qui m'importait dans l'histoire, c'est de montrer que on a toujours une option. Parce que lui choisit l'autre côté. Il choisit la bonté. Et c'est pas les êtres humains qui lui apprennent, c'est ses chiens. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pas Mhm. la société, c'est pas les aides sociales, c'est pas la police, c'est pas la justice, c'est rien de tout ça. C'est ces chiens qui l'ont appris. Parce que les chiens ne mentent jamais quand ils parlent d'amour. Un chien, ça aime de façon inconditionnelle. Tu descends chercher du pain, tu reviens, il te fait la fête. Comme Socrate, Comme Socrate, comme Jerry. comme Jerry aussi. Ah, d'ailleurs, tu les connais tous. Et comme Snoop. Ok, Snoop, c'est le dernier. d'accord. Snoop Dogg. Douglas adulte est interprété par Caleb Landry Jones. Quelles caractéristiques principales, au pluriel, il fallait pour pouvoir jouer Douglas? T'attendais quoi de ton acteur? D'abord, d'abord, c'est impossible à faire le film. Faut bien comprendre que quand tu lis le truc, c'est pas possible. Sauf si tu trouves quelqu'un d'exceptionnel et tu peux pas juste avoir un acteur. Faut un partenaire, Un être humain exceptionnel. ouais, pas forcément exceptionnel, mais il faut vraiment un véritable être humain. Il faut quelqu'un avec de la bonté, il faut quelqu'un avec une sensibilité. Donc les 3 premiers Avec de la rendez-vous, folie aussi? pas forcément, pas forcément. Mais l'ouverture veut pas dire la folie. Un artiste, il est pas fou, Mhm. il cherche. Alors les gens le traitent de fou parce qu'on ne cherche pas dans ces endroits-là, monsieur. Mais si, c'est un terrain là où on peut chercher dans tous les coins. Donc j'ai pas forcément besoin d'un fou et il est pas fou. Ce En qui tout cas, m'intéresse là, c'est ta perception de la folie, hein. Justement, ton interprétation de ce que certains peuvent interpréter comme étant de la folie.
Oui, ouais, bah, qui n'en est pas forcément une dès lors que... J'ai plein de copains qui ont vu Dogman et qui m'ont dit t'es dingue. mais, mais ça me plaît, moi. Mais donc, d'abord, j'ai vérifié, on a fait à peu près, je crois, 3 déjeuners ensemble, où il commençait à se demander ce que je lui voulais, parce que je parlais pas de script, moi, je parlais juste de notre enfance. Il y avait un chien aussi, lui, quand il était petit, de là où il habitait, voilà, on apprend à se connaître. Et vraiment, je l'ai bien senti, je sentais qu'il était au bon endroit, surtout. Puis t'as des trucs tout bêtes, hein. Un acteur qui arrive en retard avec des lunettes noires, il reste chez lui, quoi. Mhm. Là, il est à l'heure, il te regarde dans les yeux, il te pose des questions, il écoute ce que tu lui dis. Certains acteurs qui te racontent leur vie, moi. Et t'as été séduit et t'as pris la claque. Ouais, non, il était bien comme il faut. En plus, après, j'ai quand même vu tous les petits rôles qu'il a fait depuis 15 ans. Mhm. Et il est très malléable. Il peut tout faire. Donc, je savais il avait du ressort Ouais. en termes de jeu. Et, et à partir de là, je lui ai dit, est-ce que t'aimes les chiens? Il m'a dit oui. Donc, je lui ai donné le script. Et puis il a lu, puis il m'a rappelé, il m'a dit, mais comment on va faire? Ce qui m'a plu, parce que ça veut dire il a mesuré la tâche du film. Et il m'a dit, faut qu'on prépare pendant 6 mois. Il dit, j'ai besoin de 6 mois pour préparer. Et là, ça m'a vraiment rassuré. Parce qu'il a vraiment compris que c'était dur à faire. Mhm. Et on a travaillé main dans la main pendant 6 mois. Il a commencé par perdre 22 kilos déjà. Et puis tout, la démarche, les mouvements, les expressions, le timbre de voix, tout. C'est quelqu'un qu'on verra chez Besson. Ah oui, ouais, j'adore. Ouais. Ouais. Alors, Douglas, toujours, dit qu'il se travestit parce qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Oui. T'arrives un peu à comprendre qui tu es, toi, aujourd'hui, enfin, Oui, maintenant, oui. Ouais, un peu. et en quelle personne ou personnage, au pluriel, le petit Luc a dû se déguiser pour pouvoir affronter le monde des grands et se fondre dedans. T'as joué à quoi pour faire le grand? Alors, je pense, honnêtement, hein, peut-être que mes amis diront pas la même chose, mais j'ai pas l'impression de m'être déguisé, j'ai l'impression de m'être exposé. J'ai jamais vraiment mis un costume pour être quelqu'un d'autre. J'ai plutôt essayé de crier ce que j'étais, même. Tu sais, j'ai quitté l'école pour faire du cinéma en terminale, donc j'ai pas passé le bac pour être sûr de pas le rater. Et pendant longtemps, j'ai traîné une espèce de. J'ai pas fait d'études, tu vois, pendant pas mal de temps quand même. Comme un complexe? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, je suis assez impressionné. Les gens qui font les études, etc. Je suis impressionné. Je trouve ça. Je saurais pas le faire. Mm. Et puis tu t'aperçois après avec le temps que bah, chacun son bagage, quoi. Très bien avoir un bagage scientifique, littéraire et avoir fait des études et puis avoir fait aussi autre chose et les choses ont des valeurs équivalentes. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. Chacun a son bagage, quoi. Ce qui m'intéresse aussi dans l'aspect déguisement, c'est le fait de. À un moment, t'es un enfant et puis on te met le costume du businessman et puis tu dois l'endosser. À un moment, t'es un enfant et tu te retrouves père et tu dois agir comme Alors un père. attends, parce qu'il y a plusieurs trucs. Le costume du businessman, d'abord on te le met. Ouais. Je te raconte pas le nombre de réunions que j'ai fait avec des banquiers, des machins, où je suis comme ça, je fais parce que je ne comprends rien de Ouais. ce qu'ils me disent. Mais rien. Mhm. Mais ils se disent, putain, il est balèze, hein, parce que, putain, il pige vite et tout. Après, je demande qu'on m'explique, parce que. Ouais. Et en fait, j'ai souvent essayé de réagir de façon très paysanne, presque, de façon simple. Et à ce que j'aime pas, est-ce que j'ai l'impression que c'est faire, est-ce que c'est pas faire, et puis je restais plus sur un feeling, sur un ressenti que sur un véritable deal, si tu veux, de savoir les détails des choses. Donc, grâce à cette attitude un peu fermière, en fait, ça m'a permis de passer à travers pas mal de trucs, quoi. Tu parles souvent de solitude et de ta solitude aussi. Je
Je voulais savoir si la solitude, c'était tes chiens à toi, comme Douglas. Cette espèce de punition dont tu as fini par tirer une force. Non, je sais pas ça. Je sais que la solitude, à une certaine période de ma vie, vers 16-17, tu sens qu'elle peut te rendre fou, cette solitude. La solitude à haute dose euh, est vraiment déconseillée. Vraiment. Tu commences à parler tout seul, c'est pas bien, quoi. Et je pense que le déséquilibre de certaines personnes qui, alors là, pour le coup, deviennent vraiment folles, ou qui font des crimes, ou qui font des choses très, très dures et hors cadre, la solitude est l'un des facteurs les plus répandus, je pense. Mais Je l'ai ça, senti, je n'ai jamais été jusque-là, mais j'ai senti à un moment donné que fallait que j'arrête, quoi. Fallait que j'arrête d'être tout seul. Donc j'ai été voir des copains, même pour rien faire, mais aller voir un peu de monde, quoi. mais tu lui dois aussi ta créativité. Non, je pense que c'est la créativité qui réclame de la La solitude. solitude. D'accord. C'est le chemin inverse. Ouais, ouais, c'est le chemin. Ouais. Ce qui fait que tu as été amené à la provoquer, à la chercher. Non, tu la provoques pas, mais tu la maîtrises. Tu vois, moi, j'écris le matin, très tôt, et j'en ai besoin. J'ai écrit à peu près de 4h30, 5 heures jusqu'à 8 heures. Mais si j'écris pas pendant une semaine, je suis nerveux. Il y a des choses à libérer sans cesse. C'est pour être en bonne santé, je pense qu'il faut faire une petite demi-heure de sport par jour, si on peut. C'est pareil pour la tête. C'est ma petite gym. Hmm. Et puis c'est un muscle aussi, donc tu vois, au début, je mettais beaucoup de temps à écrire des choses. Maintenant, maintenant je peux écrire Dogman, la première version, je mets 15 jours. Ça sort. Donc en fait, j'ai mis 40 ans et 15 jours. Ouais. Dogman préfère ses chiens aux hommes, en qui il n'a pas confiance. Est-ce que Douglas est ton mégaphone sur ce point? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, je suis un petit peu de Enzo, je suis un peu de John Dark, je suis un peu de Douglas. Forcément d'une façon détournée et inconsciente surtout. Tu mets un peu de toi dans les personnages, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est évident. Mhm. Mais je suis autant Mathilda que Léon. Il n'y a pas une méfiance Je particulière suis vis-à-vis même des hommes. un peu de la plante Ok. dans sa solitude. Mais ça n'a pas développé une forme de méfiance vis-à-vis des hommes? Si, en fait, pour moi, ça se divise en deux catégories, le monde. C'est les naïfs et les cyniques. Évidemment, les naïfs se font avoir plus souvent, mais à choisir, je préfère être naïf. Je- je- le cynisme est pour moi le mal qui ronge le monde. Et c'est pas grave d'être naïf, quoi. C'est pas grave de se prendre des baffes de temps en temps. C'est pas grave de se faire trahir. Ça arrive. Bon, on survit. Pas très grave. Tu te sens adapté au monde? Non. Ou t'es plus adapté aux différents mondes que tu construis? Non, en fait, j'arrive à supporter celui-là parce que le matin, pendant 3 heures, je suis dans un autre. T'es dans un autre, c'est Voilà. ça. Donc c'est beaucoup plus supportable. Alors il y a un Je veux retour bien sur... passer la journée en prison si au moins le matin je peux aller me promener, quoi. Le retour sur Terre est violent, comme quand tu ressors de l'eau. Un peu, par Ouais. moment. Mais après, on apprend aussi, on apprend à maîtriser son environnement. En fait, si vraiment on regarde bien, on passe 80% du temps avec des gens qu'on n'aime pas. Et puis 20% avec les gens qu'on aime. Donc il y a un moment donné, quand on prend conscience de ça, ben, on essaie de pousser le curseur et de passer. Il y a, par exemple, il y a plein de gens, et je les critique pas du tout, mais il y a des gens que j'aime pas trop, qui se comportent pas bien. Non, je pourrais y travailler avec eux, je fais pas le film. Puis je dis, bon, voilà, merci, ouais, c'était sympa, mais je fais pas le film. Aujourd'hui, je travaillerai pas avec un acteur que j'aime pas. Une star qui se la pète un peu, qui a 2 heures de retard, je fais pas le film, c'est impossible. Il faut qu'il y ait du lien. Ah ouais. Faut qu'il ait envie, faut qu'il Ouais, soit ouais. passionné, faut que Caleb, on se retrouvait tous les matins à 6h30 au petit déjeuner, on allait dans le parc avec les chiens pendant une demi-heure à se rouler par terre avec tous les chiens. Ça, on arrivait sur le plateau, il nous Ouais. connaissait, il nous sentait surtout.
Mais il y a pas d'autre. Caleb, le jour où il a eu le script, et qu'il a dit OK, on fait le film, le lendemain, pardon, il a été s'acheter un siège de paralytique. Il est resté 5 mois dedans avant le tournage. Parce qu'il voulait savoir ce que ça fait. Il veut savoir le regard des gens sur l'handicap. Quand il traverse la rue, qui est-ce qu'il aide, qui est-ce qu'il aide pas. Les trottoirs, les feux rouges. Il m'a dit d'ailleurs un truc assez rigolo. Il m'a dit Paris, c'est pas très très bien organisé pour les handicapés. C'est-à-dire que lui, il s'en rend compte. Il dit New York est plus pratique. C'est marrant, on s'en rend pas compte, nous, mais. Alors, je parlais de violence par rapport au retour sur Terre, là, quand tu émerges des mondes que tu crées. La violence, c'est ce qu'il y a dans certains de tes films, et qui fait parfois que la fiction est peut-être pire que la réalité. Est-ce que c'est ta façon de hurler et de te défouler? Ou alors est-ce que c'est juste une façon de satisfaire aussi certains instincts primaires des spectateurs? Non, non, je pense pas. Je pense que les artistes sont un peu les éponges de notre temps. On sait pas trop comment, mais on aspire un peu, on aspire tout. Toi, dans les années 80, l'époque de Nikita, de Léon, la société, c'est une société de droite, un peu bourgeoise, enfin pas un peu, franchement bourgeoise. Tout va bien, on mange bien, tu vois, c'est très. Et t'as envie de mettre des coups de pied, Ouais, de bousculer. t'as envie de bousculer. T'as 20 berges, oh. Et voilà, tu commences à tirer dans le tas, tu fais Nikita, Léon, des trucs, toi, un peu comme ça. C'est des piqûres de rappel pour dire que le chaos existe aussi? Non, c'est une balance, une contrebalance. Pour dire oui, il y a ça, mais bon, faut pulser un peu. Même Subway, toi, Subway, c'est l'arrivée du Steadicam, c'est l'arrivée de la pellicule Agfa, d'un seul coup, on éclaire au néon, ça se faisait pas. Les mecs ont 25 ans dans le film, ils ont des têtes blondes comme ça. Toi, on avait envie de bousculer, en fait. Mmh. Et puis là, tu regardes sur les 15 dernières années, tu regardes la société, comment le monde évolue. T'as plutôt envie de faire des câlins et des caresses que, tu vois, t'as plutôt envie de partager la douleur des gens que de leur mettre une claque, quoi. Ouais. Ça, c'est l'aspect poésie, parce que donc il y a de la violence dans tes films, mais il y a aussi de la poésie. Parfois, les deux sont entremêlés. Est-ce que tu penses que pour rester créatif, il faut avant tout savoir rester un gosse? L'enfant est toujours présent, systématiquement. Alors, il y a un grand philosophe qui a dit l'enfant est le père de l'homme. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'en fait, tout ce que l'homme sait, c'est l'enfant qui lui a appris. Donc en fait, l'enfant est bien le père de l'homme. Donc, bah oui, l'enfant qui est en moi, c'est mon père. Donc j'essaie de pas l'oublier, faut pas oublier son Justement, papa. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il t'arrive de l'oublier de temps à autre, cet enfant? Non. Ou est-ce qu'il est systématiquement présent, y compris à 5 heures du matin quand tu te mets à l'écriture? Ou même dans Non, ta non, vie de tous les jours? non, non, il est toujours là. Il est toujours là parce que d'abord c'est un petit garçon qui est très gentil, qui a des bonnes valeurs et non, il faut. Souvent la société, elle te bouscule tes valeurs. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand tu gagnes 100 millions au loto, tu as une cellule psychologique pour t'aider. Et quand tu fais 100 millions d'entrées, il y a pas de cellule, hein. Mmh. Tu te démerdes. Ouais. Et d'un seul coup, on te dit ah, t'es génial, t'es machin, on fait des trucs. Les autres qui disent bah, c'est nul. Et toi, t'es là, tu sais pas. Et puis d'un seul coup, le succès, t'as l'impression d'être plus beau. T'as l'impression d'être plus intelligent. Tu dis ah bon, vraiment, je suis. Et puis, tu vois, quand t'es T'es le jeune. premier surpris. Ah oui, bien sûr. Parce que l'enfant, c'était pas ça. Bah, en fait, si tu veux, le premier film que je fais, qui est Le Dernier Combat, on a ramé, comme c'est pas permis, pour essayer d'aller dans un festival qui s'appelait Avoriaz. Et vraiment, on se battait tu vois, pour exister. Et il s'avère qu'à Avoriaz, d'ailleurs dans le jury, il y avait De Niro qui était président du jury, et on repart avec 3 prix. Le prix spécial du jury, le prix de la critique et le prix du public. Et je suis passé du statut de totalement inconnu à le mec qui a eu 3 prix comme Spielberg en 71. Mmh. C'est-à-dire que je suis sorti de la salle, j'avais 25 micros dans le nez, de radio
qui avait refusé toute la semaine de me prendre parce que il s'en foutait de mon film. Et d'un seul coup, tout le monde m'interviewait. Donc j'ai eu un vrai choc thermique. Je me suis dit, mais je comprends pas, la veille, GCL, maintenant, ils veulent tous faire des interviews. Et ce choc thermique m'a en fait beaucoup aidé à comprendre il y avait un game là-dedans que je connaissais pas. Tu vois, qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Ça rend jamais ton film meilleur, le prochain. Mais, mais d'un seul coup, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et il n'y a personne pour te préparer. Et le lendemain, quand je suis rentré chez moi, pendant une semaine, mes potes, ils m'appelaient pas. J'habitais dans une petite chambre de bonne à Nation avec ma copine. Donc, je les appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on voulait pas te déranger. Comment ça, tu peux pas me Le déranger? statut a changé. La semaine dernière, tu vidais mon frigo, tu C'est dormais ça. dans mon canapé. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas pas me déranger? Ça fait 3 ans que tu squattes chez moi. Ouais, mais bon, non, mais bon, là, comme. Parce qu'on a vu ta photo dans le journal. Et ça m'a. J'ai perdu tous mes potes comme ça. Ils se sont juste. On veut pas te déranger. Oh. Et c'est dommage, on n'est pas. Il y a. D'abord, personne m'a expliqué ça à l'école, hein. Mhm. Et puis, il y a pas de cellule. Il y a pas, on t'explique pas. C'est dommage d'ailleurs. Je pense Ça que. n'a fait qu'empirer, cet aspect. Ouais, Avec ta carrière, ouais, ouais, finalement. ouais. Alors pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi continuer à aller chercher comme ça autant de Parce que succès qui t'assure je retrouver sais les rien mêmes? faire d'autre que des films. Et toujours par rapport à cette quête d'amour aussi? Ouais, puis c'est devenu un peu mon. Moi, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, mais ma Ouais, drogue, c'est celle-là. c'est ça. C'est créer des histoires et j'ai envie de les partager, quoi. Quel regard tu as sur les médias en général? Pas juste sur le fait qu'ils n'ont pas toujours été tendres avec toi, mais sur les médias. Est-ce qu'ils Non, jouent ça, leur c'est pas rôle, grave, ça. tu penses? Ou est-ce qu'ils jouent un jeu? Je trouve que journaliste, ça m'aurait plu comme métier, par exemple. Donc, c'est un métier très noble, je trouve. Donc, sur le principe même des médias, j'ai vraiment aucun problème. Ce que je pense malheureusement, c'est que comme beaucoup d'autres secteurs, ils sont rongés par l'argent. Et que d'un seul coup, dans un magazine de 100 pages, il y a 60 pages de pub. Et qu'on demande au gars 18 lignes entre une pub de bagnole et une pub pour des vacances. Et qu'en réalité, faut vendre. Et le principe, c'est plus d'intéresser ou d'aider les gens à une lecture ou ah, j'ai vu un petit film qui est vachement bien, je suis sûr que ça devrait vous plaire, et faire une page pour donner envie aux gens d'aller Mhm. voir le film, ça n'existe plus. Ouais. Ça C'est existe de les plus. garder devant l'écran pour qu'ils aillent jusqu'à la page de pub. Voilà, et puis généralement, quand on dit de la merde, ça vend mieux. Ah, dis donc, t'as vu, oh là là, il lui a dit ça, oh, c'est incroyable. Il n'y a pas de fondement, il y a pas. Donc, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas gardé une espèce d'entité comme les médecins, les avocats, les juges, la police, même s'il y a des excès, Mhm. il y a des excès et des abus partout, mais de garder une espèce de déontologie et de fierté du métier. Moi, je me souviens de- du film avec Dustin Hoffman et Paul Newman. Je sais plus comment il s'appelait ce film. Sur un cas aux États-Unis avec deux journalistes qui enquêtent et où ils ne sortent aucune information tant qu'ils l'ont pas vérifié par deux personnes différentes. Et il y a ce cas de figure où est-ce qu'on sort l'info? Il fait non, on n'a pas de vérification, on le fait pas. Et moi j'étais fasciné. Les Hommes du Président, ça s'appelait. Que je conseille. C'était un très bon film. J'ai pas la ref. Et, J'irai voir. et je me souviens voir le film et je te jure, à cette époque-là, je devais avoir 15 ans, ça m'a donné envie d'être journaliste parce que c'était beau. Tu vois, vraiment, ils amenaient quelque chose, vraiment, Mhm. toi. Donc ça s'éloigne, ce que tu expliques là, ça s'éloigne des médias. Non, mais Et bon, moi, un des premiers interviews que je fais, je crois que c'était sur le Grand Bleu, le mec qui vient, qui dit alors Jean-Luc Buisson, quel effet ça vous fait pour votre premier film de faire l'ouverture du Festival de Cannes? Le Grand Bleu, c'est mon troisième film, donc c'est injouable. ouais. C'est injouable. Donc c'est pas le fait de dire ah j'aime pas la critique, j'aime pas qu'on.
C'est pas ça le Ah problème. non, moi je parle pas de critique, justement, je parle de cet aspect-là Oui. précisément. Mais c'est pour ça que on a l'impression que, tu vois, j'aime pas Non, c'est pas ça, c'est travailler, les gars. Ouais, Soyez sérieux. On peut pas. Et en plus, ils ont eu le choix il y a 5 ans, quand Internet est arrivé. Internet est invérifiable. On peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. T'avances sur ma question suivante. Ah, pardon. T'anticipes. Mais vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Bah justement, j'allais te demander, dans ce spectre de médias, on peut désormais intégrer les réseaux sociaux et Internet, à ceci près que ça peut être pire encore, parce que justement, les informations ne sont pas toujours vérifiées, y compris quand elles sont parfois créées de toutes pièces. Et je voulais savoir si, sachant que je pense que tu ne lis plus les critiques concernant tes films, savoir si tu t'es intéressé au monde des réseaux sociaux, si ça te parle, et si tu allais lire éventuellement ce qui va se dire sur Dogman. Non. Je suis sur aucun réseau. Donc ça aussi, ça appartient pas à ta sphère. Ne pas être sur les réseaux ne veut pas dire que je les condamne ou je les aime pas. Vraiment, j'ai aucun problème. Si, t'es juste pas concerné, en fait. Si vous aimez les huîtres, mangez-en. Ouais. J'aime pas les huîtres. Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ans, t'as l'Internet qui arrive, où c'est un espace de liberté incroyable. Donc, super, liberté, parfait. Par contre, t'as le droit de dire tout et n'importe quoi. Donc, c'est invérifiable. Avec de l'anonymat, très souvent. Et avec de l'anonymat, ce qui est encore pire. Donc, t'as le droit de tout dire. Donc, normalement, quand tu sais que t'es dans un endroit où t'as le droit de tout dire et que rien n'est vérifié, a priori, faut pas le croire. Bon. À côté de ça, il y avait la nécessité, justement, que les vrais médias, les journalistes, ceux qui ont fait des études, qui ont une carte de presse, que tout ça, fassent la contrebalance. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix entre se dire, maintenant qu'il y a Internet, est-ce qu'on va aussi vite ou est-ce qu'on fait mieux? Et ils ont tous choisi d'aller aussi vite. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils prennent leurs infos sur Internet. Ouais, c'est ça. Selon des sources. Ouais. Et alors, vas-y que je te balance les infos. Invérifiable ou invérifié. Au lieu d'attendre quelques jours, de faire des vrais dossiers et de faire un vrai dossier sur le truc, où moi, en tant que lecteur, je vais avoir une information qui va me faire rire sur le net, je vais attendre un petit peu, et puis 3 jours plus tard, je vais lire le truc et je vais avoir la vérité. Voilà. On n'a même plus ça. On n'arrive même plus à faire confiance à aucun journal. On ne sait pas. Donc on est là et on attend. Et on essaye, entre les amis, l'Internet, les médias, bon gré mal gré, d'essayer de se faire une opinion. Donc il y a à floraison toutes ces théories fumeuses de partout, la Terre est plate, le machin, le truc, bon, ça devient du délire. Hein. Vraiment. Okay. Tu réponds donc à ma question concernant ton regard sur... Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que c'est étourdissant ou étouffant pour le solitaire que tu as été et que tu es peut-être encore probablement à plusieurs endroits de ta vie, d'être exposé et d'attirer autant l'attention de tant de gens? Est-ce qu'il y a un côté étouffant? Oui. Ouais. Et je pense aussi que j'ai un peu changé sur ça, c'est-à-dire que je veux pas être victime du costume qu'on peut mettre. Donc voilà, je marche dans la rue, je fais ce que j'ai à faire, je vais au McDo avec mes enfants, je vais au cinéma normalement. Voilà. Je ne veux pas qu'on m'impose une autre vie qu'une vie normale comme les autres. C'est pour ça que tu es venu à pied jusqu'ici. Oui. Mais je m'y attendais pas. Je fais peut-être partie de ces gens qui ont une autre image de ce que tu pourrais être. Et il faut que je sois conforté dans le fait de te voir arriver à pied pour comprendre que... Mais c'est important parce que quand tu es créatif et que ta nourriture, elle est dans la rue. Tu peux pas... tu vois, on regarde aujourd'hui le pouvoir, les gens qui sont au gouvernement, il y a tous ces gens qui ont fait des études. Vraiment, sincèrement, je suis persuadé que avant l'élection, quand ils sont en campagne, etc., je suis persuadé que ces gens-là en plus j'en ai croisé quelques-uns, ils ont une véritable ambition de faire des choses. Et ils arrivent là-haut, et c'est exactement comme en avion, tu sais, quand tu passes au-dessus de la couche de nuages, t'as une espèce de... C'est magnifique d'ailleurs, c'est un lit de nuages comme ça, tu vois plus la terre. Et ces gens-là, ils voient plus le sol. Ils pensent qu'en fait, c'est des nuages. Ils sont entre eux. Et ils se rendent plus compte. Ils ne se rendent plus compte. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un sondage il y a 3 jours. Il y a un étudiant sur 2 qui saute un repas.
Mais je te le dis sincèrement, quand j'ai lu le truc, j'avais des larmes aux yeux. Les étudiants, c'est la force vive de notre pays dans les 20 prochaines années. C'est eux qui vont faire le pays. Et on leur enlève un repas par jour. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. N'importe qui dans un gouvernement qui voit ce sondage doit prendre son téléphone, appeler le Premier ministre, la Première ministre, et de dire, vous me réglez ce truc, c'est pas normal. On peut pas avoir nos enfants qu'on faim. Alors en plus, ça tombe mal, parce qu'il y a des étudiants qui nous disent qu'ils ont faim, et on fait un dîner à Versailles. Moi, ça me rappelle 1789, ils sont en train de manger de la brioche, et les autres sont en train de monter sur Versailles. On se remet dans la même condition, on ne peut pas avoir un peuple qui a faim. Or, il y a des millions de personnes qui ont faim, tout simplement. Je parle même pas de travail, de dignité, je parle même pas de ça. Faim. Voilà, ça devrait pas exister. Ça ne doit pas exister, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est une république avec un peuple qui a faim. Je suis désolé, je m'emballe, mais... Non, mais tu as raison, parce que ton succès, justement, à ton exposition, ne t'ont pas emmené au-dessus des nuages. Tu arrives à conserver ton indignation. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas possible de pas être indigné. Sincèrement, c'est pas possible. Il y en a qui ne le sont plus. Oui, il y en a qui ne le sont plus, mais... tant pis pour eux, quoi. Cette exposition, encore une fois, pour y revenir, c'est aussi ce qui peut parfois amener au lynchage, le lynchage médiatique. Est-ce que les critiques ou les commentaires positifs que tu peux avoir arrivent à compenser ça, cette part de lynchage qu'il peut y avoir? Est-ce qu'on se dit que ça vaut quand même le coup lorsqu'on a ces remarques positives, ou est-ce que ça confirme qu'il faut préférer ces chiens qui, eux, ne jugent pas? Non, je pense qu'en fait, positif ou négatif, en fait, il faut... C'est pas mon problème. Moi, j'offre un cadeau. Voilà. Et il y a une règle essentielle dans l'art, c'est qu'on n'est même pas obligé d'aller voir le film. Donc c'est très gentil comme proposition. On va mettre le film dans une salle, et si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Il n'y a rien d'agressif là-dedans. Hein. On n'est pas obligé. Donc pourquoi autant de haine pour un truc où on est juste... on n'est pas obligé d'y aller. Donc faut pas rentrer là-dedans, en fait. Mais moi, une fois que j'ai fait mon petit cadeau et que j'ai offert et que c'est là, ça appartient aux gens. Et après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui vont pas. Voilà, c'est comme ça, oui, c'est tout le temps comme ça. Dans cette exposition, il y a le lynchage de l'artiste qui propose son œuvre, mais il y a aussi le lynchage de l'homme qui arrive parfois. Mais, tu sais, se faire lyncher par des gens que je connais pas. On est un peu dans cette ère actuellement, notamment avec les réseaux, etc. Le jugement permanent. Oui, mais pas moi. Moi, je suis dans la vie réelle. Moi, je suis pas dans un monde parallèle d'Internet. Je suis dans la vie réelle. Je vais voir la boulangère qui me sourit, et puis quand je vois qu'elle va pas bien, je lui dis ça va bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, facture d'électricité, je sais pas comment je vais faire. Bah, tenez bon, madame. C'est ça la vie réelle. Mais ça m'arrive d'insulter des gens que j'aime pas et qui se comportent pas bien. Et de me fâcher avec. Mais il faut avoir une raison. On peut pas insulter les gens, leur mettre des menaces de mort et tout ça sur des gens que tu connais pas. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, on a toute la liberté de voir un film et de dire ça m'a pas plu. Parce que c'est normal, on peut pas, tu vois, on n'a pas tous la même sensibilité. Non, bien sûr. Il y a plein de gens qui... Les gens auront le choix d'aller voir ou pas Dogman. Oui, mais tu sais, sur le Grand Bleu, moi, je me souviens, il y a plein de gens qui me disaient je comprends pas la fin, il est mort ou il est pas mort, il est parti avec le dauphin ou il est devenu dauphin ou... Tu vois, il y a des gens, tu vois, ils étaient embrumés avec le truc, ils comprenaient pas, mais ça, c'est des discussions super sympas. Et puis même quand on n'aime pas. C'est drôle parce en fait, c'est l'anonymat qui rend ça. Quand tu es dans un dîner avec des amis à toi et puis que ce qu'on te sert, t'aimes pas trop. La maîtresse de maison qui dit mais ça te plaît pas? Je suis désolé, pas trop. On est gentil. Si on n'a pas aimé, on est gentil. C'est quoi cette agressivité quand on n'aime pas un film d'un seul coup de chier sur tout le monde? C'est ridicule. En réalité, c'est ridicule. C'est un manque d'éducation. Ah, complètement. Voilà, je suis désolé que ça t'ait pas plu. Bon. Bah, à la prochaine. Je vais en essayer un autre. J'espère que le prochain te plaira. Ouais.
voulais savoir aussi quels étaient tes liens avec le cinéma français et ceux avec le cinéma américain. Et savoir si tu ne souffrais pas du syndrome du cul entre deux chaises, là où tu es le plus ricain des Français, le plus Frenchy chez les ricains, tu vois. Comment tu vis ça? Bah écoute, moi j'ai toujours considéré il reste plus qu'un seul pays où il n'y a pas besoin de passeport, de couleur, de religion, etc. C'est l'art. On va pas commencer à remettre des trucs, il est à moitié américain, français, je comprends pas ça. Bah, il y a cette étiquette en fait qu'on peut te coller oui, tu fais du cinéma à Ouais, mais l'américaine. c'est une étiquette, ouais. C'est une étiquette. Moi ça fait 20 ans que je peux manger des sushis en écoutant du reggae. Hmm. Ça pose pas de problème. Est-ce que ça t'éloigne du monde du cinéma français, s'il existe? De la famille du cinéma français? Alors, il y a quelques familles dans le cinéma. Euh, J'en ai pas. Ça me rentrait, j'aurais bien aimé avoir une famille, mais bon, j'en ai pas. Mais il y en a quelques-unes. Elles sont sympas d'ailleurs, hein. De temps en temps, je les vois. Et puis, et la plupart, ils m'aiment bien aussi d'ailleurs. Mais je fais pas partie de ces familles-là. Mais en même temps, l'ensemble n'est fait que d'individualité. Et c'est normal. Un artiste, il est complètement. Il est unique. Je suis admiratif de certains films de mes collègues que je sais pas faire. Patrice Lecomte, je m'entends super bien avec lui, je sais pas faire ses films. Xavier Giannoli, que j'adore, on se voit tout le temps, je sais pas faire les films de Xavier. Et j'adore ses films. Et je pense qu'il m'aime bien parce qu'il dit oh là là, comment t'as fait ça? Ouais. Alors, et c'est ça qui est beau chez les artistes. Il y a des rapports qui sont Picasso vrais. peut parler avec Modigliani. Ils font pas les mêmes peintures. Hmm. Mais ils disent ah, c'est les longs coups avec les yeux noirs, là, c'est waouh, c'est intéressant. Tu vois, ils s'apprécient. Donc, et c'est une émulation. Il y avait deux, trois metteurs qui ont eu la gentillesse de venir à la première de Dogman. C'est cool à voir. Tu vois, quand il sort et quand il te prend comme ça dans les bras, il dit putain, foiré. Tu vois, et tu sens que ça lui fait du bien. Tu sens que ça lui. Tu vois, ça met la pêche, hein. Hmm. Même moi, il y a des films que je vois, je me dis, bon, allez, faut remonter les manches, là, faut y aller, parce qu'on peut y aller, en fait. Ouais. Là, tu parles de liens qui sont plutôt authentiques. Oui, oui, bien Qui sûr. sont pas factices, pas dans un rapport de séduction autour de lui, Ils son sont, producteur, ils sont réalisateur. relativement, je pense, entre les metteurs, en tout cas, Mhm. j'ai Avec que une des forme de bonnes, respect. j'ai que des bonnes relations avec les metteurs en scène, Mhm. français ou américains, etc. Vraiment, on fait le même sport, quoi. Tu vois, on fait le même sport, on est les mêmes joueurs. Il y en a qui jouent au PSG, l'autre au Barça, mais ils s'aiment bien, hein. Enfin, j'y connais rien en foot, mais Ouais. Faut faire le volet. oui. C'est ça. Dans une logique qu'on comprend, au regard de ta personnalité, tu as fondé EuropaCorp en 99 ou 2000, j'ai un doute sur, je sais plus, disons 99, pour rester indépendant. Puis tu as fondé la Cité du Cinéma en 2012. L'idée, c'était qu'on est mieux dans un petit chez-soi qu'un grand chez les autres, ou qu'on est mieux dans un grand chez-soi qu'un petit chez les autres. Est-ce qu'il y avait de grandes ambitions d'emblée, ou est-ce que c'était juste un souci d'indépendance et de tranquillité? En fait, vraiment la réalité, c'est que ce qu'on voulait faire, personne ne voulait le faire. Et voir les grandes sociétés de l'époque, et à chaque fois ils traînaient les pieds. Ah bon, mais vous êtes sûr? Mais non, mais je me disais, mais c'est bon, on y va. Et en fait, on était obligé de traîner, on était obligé de jouer la locomotive tout le temps, de traîner les wagons. Tout était compliqué tout le temps, ça prenait du temps. Fallait que ça rentre dans des cases, des moules, des trucs. Donc, c'est pas l'envie que les autres n'interfèrent pas dans mon travail, c'était qu'en fait personne voulait qu'on fasse ce travail. Personne voulait de cette énergie. En tout cas, en France, c'est compliqué. Par manque de quoi? D'ambition? Je sais pas, tu vois, c'est drôle. Aux États-Unis, il y avait cette phrase d'Obama tout le temps. Il disait Yes, we can. En France, ce que t'entends le plus, c'est ça va pas être possible. Ouais. C'est ça notre phrase à nous. De ça, Oula, les ambiances. non, ça va pas être possible. Ouais. Alors, on en fait quand même des trucs en France. On fait des trucs vachement bien. Mais ça démarre toujours par ça va pas être Ouais, possible. c'est pas un réflexe, le yes. Oh là ok. là, c'est. Donc il y a juste un moment donné, on a dit bah on va le faire. Voilà. Mais même les studios, tu vois, à un moment donné,
Moi, j'avais fait le cinquième élément en Angleterre parce qu'il n'y avait pas de studio en France. Enfin, il n'y avait pas assez de studios assez grands. Mm. Tu vois, donc on a été voir des mairies, on a été voir l'État, on l'a dit, vous pouvez pas construire vous pouvez pas nous aider à construire un studio un peu plus grand. Comme ça, on va pas en Angleterre. On va pas dépenser 180 millions chez les British. Tout le monde te dit, non, 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 parce qu'après les gens, non, voilà, Ouais. ça va pas être possible. Tu pars en Angleterre, tu dépenses tout l'argent là-bas. Moi, mes enfants, ils faisaient leurs études en France, et j'étais malheureux en Angleterre. J'étais malheureux, faut tous les week-ends, faut revenir. Enfin, et tous mes potes qui m'ont aidé à faire mes premiers films, je pouvais pas les emmener là-bas. Donc, quand je suis revenu après le cinquième élément, j'ai dit, il faut qu'on fasse des studios français. La France est le premier producteur européen de films. Il n'y en a pas de studio. On a la Cinecittà en Italie, la Bavaria en Allemagne. On n'a rien en France. Et j'ai fait le tour de tout le monde. Et tout le monde m'a dit, non, ça va pas être possible. Donc on les a fait. Mais j'avais pas envie de les faire. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas mon job. Ouais. Donc là, on revient sur le côté où tu t'éloignes de l'artiste. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est ce qui te plaît le moins finalement. Oui. Mais il fallait que ce soit fait. Bah oui, j'ai pas envie de retourner en Angleterre. Et donc, les deux projets Alors, sont... il y a, juste pour la petite histoire, donc, les studios marchent bien et tout. Et pour faire Dogman, donc j'étais dans les studios de Saint-Denis. Et on m'a dit, bah non, c'est complet. J'ai dit bon. Donc j'ai pas pu tourner. J'ai pas pu tourner dans les studios que j'ai fabriqués. Donc c'était bien. Mais bon, c'est la vie. Je suis parti à Melun. C'est dingue. Mais c'est bien, c'est-à-dire que c'est plein. C'est que ça tourne. Ouais. Ces deux projets sont des fabriques à l'histoire. Parce que tu es toi-même un fabricant d'histoire. Je voulais savoir si les séries ou les plateformes, c'était quelque chose qui te parle. Est-ce que tu as déjà réfléchi à un projet de série, par exemple? En fait, tu sais, le coureur du 100 mètres et le coureur du 10 000, c'est pas le même. Donc, la série, c'est un autre format et c'est pas ma distance. Donc, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que je sais pas faire ça. Je sais pas faire 52 minutes, une accroche, un truc derrière. Tu t'es posé la question. Je me suis posé la question parce que en tant que coureur, j'aime bien. Donc, j'ai mis pas mal de temps parce qu'on m'en a proposé pas mal, mais j'y allais pas par humilité parce que je me sentais pas. Là, grâce au Covid où j'ai eu le temps, etc., il y a deux, trois trucs du coup que j'ai écrit où je me suis testé sur une autre distance. Et il y a des trucs que j'aime bien par contre, que j'ai fait, qu'on verra peut-être un jour. Mais série, c'est pas à l'horizon. Tu parlais de faire peut-être encore potentiellement 2-3 films avant d'arrêter. Il n'y aura jamais de série. J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Mais j'ai du mal, tu vois, même en tant que consommateur, quoi. Moi, j'ai du mal à trouver 9 heures pour regarder la télé, quoi. Je sais pas comment les gens y font, mais j'ai pas le temps. Entre les enfants, Le travail, oui, bah oui, le parce que travail. ça bosse. Mais, trouver 9 heures comme ça pour s'enquiller des séries, Ouais. même pendant le Covid, donc j'en ai vu quelques-unes que j'ai trouvé bien et tout, mais je suis pas un gros consommateur. Ok. Les femmes ont toujours une place importante dans ta filmo. Ça a peut-être même été poussé jusqu'au point que Douglas, le héros de Dogman, se travestit pour appeler potentiellement une présence féminine, toujours. Quelle place les femmes ont eu dans ta vie? Ce qui m'intéresse, c'est de parler des faiblesses des hommes et des forces de la femme. Parce qu'on considère toujours le sexe fort, le sexe faible. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer souvent ces petites femmes toutes frêles qui sont capables comme Aung San Suu Kyi ou Jeanne d'Arc, qui sont capables de faire des trucs déments. Que Schwarzenegger soit très fort, ça m'impressionne pas. Oui, il est très fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est à partir de la place que les femmes ont pu avoir dans ta vie, à quel point ça a pu avoir un impact sur ton art, donc ta vie personnelle, sur ton art, en parlant de muses, notamment, et savoir si ces muses étaient un moteur de l'inspiration ou un moteur de l'action. Est-ce que tu as déjà été motivé par... D'abord, j'ai été élevé par des femmes. Ouais. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Moi, il n'y avait pas d'hommes dans mon entourage.
Et un artiste, il doit se servir de l'ambivalence qu'il a à l'intérieur de lui. On est à moitié femme et à moitié homme à l'intérieur. Chez un homme, c'est 49% chromosomes féminins et 51% de masculin. Donc c'est pas très loin. Vraiment, dans l'art, on doit se servir des deux. La créativité vient de la partie féminine et la partie action vient de la partie masculine. Sur un tournage, on fait appel à ta sensibilité toute la journée. Tu es à fleur de peau tout le temps, tu dois répondre émotionnellement surtout. Tu vois un acteur qui fait une prise, comment tu le guides pour la prise d'après? À part sensitivement analyser la première prise et dire non, en fait, l'émotion, essaie de la retenir un peu avant d'arriver. Émotionnellement, c'est très lourd, toi, la journée. Et à côté de ça, tu es un chef de guerre. Tu as 250 techniciens, il y a l'heure qui passe, ça coûte de l'argent, il y a machin, il y a le producteur qui veut passer qu'un distributeur, il y a le truc. Donc, tu es en permanence. C'est compliqué de basculer de l'un à l'autre? Non, non, parce que c'est en soi. Mais c'est vraiment deux facettes. C'est deux facettes et euh, tu ne peux pas, l'une ne peut pas nier l'autre. Tu vois? J'ai vraiment sur un tournage l'impression d'être vraiment très féminin par rapport à la sensibilité, etc. Tu donnes une partie de ton inspiration aux femmes qui ont compté dans ton parcours? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est la partie féminine. Il y a deux choses. Il y a le fait de pouvoir, de vouloir potentiellement, d'être inspiré par les femmes qui ont parcouru ta vie, et il y a le fait de vouloir les impressionner. Elles peuvent être muses à deux endroits. Non. Jamais dans le fait de... Non, mais en plus, le phénomène de muse, en fait, tu peux être inspiré par un arbre. Donc, tu peux être inspiré par ta mère. Tu peux être inspiré par ta mère. Mais tu vas plus te servir de ta mère. Si dans un film, tu as une scène entre un fils et sa mère, oui, tu vas faire appel à tes souvenirs et ça va nourrir ton film. Mais l'inspiration, elle vient de partout. Donc, le côté muse, c'était peut-être plus vrai, peut-être au siècle dernier, en peinture ou en littérature. Mais moi, en ce qui me concerne, non, il y a des passages qui me marquent, mais tout m'inspire. Ouais. J'ai jamais eu l'idée de pouvoir impressionner ta mère par rapport à ce que tu faisais ou jamais. Non. Pas consciemment, en tout cas. Est-ce que tu es quelqu'un d'impressionnant? C'est ce qu'on me dit des fois. Et je l'accepte, mais... En quoi, selon toi? Je sais pas. Je pense que la seule chose qui peut-être fait peur aux gens, même s'ils n'arrivent pas à le décrypter, c'est ma liberté. C'est ce qui impressionne. Dans le fond, je pense, oui. Parce que quand tu es libre, on peut pas te... Ouais. On peut pas t'attraper, on peut pas te cataloguer, on peut pas... Donc c'est marrant qu'il ne te traverse pas l'esprit que tu peux être impressionnant parce que tu es artiste. Et donc par des choses accomplies. Et que ça peut impressionner au même titre que tu dois très probablement être impressionné par des artistes par rapport à ce qu'ils ont fait. Je suis impressionné par les œuvres. Oui, voilà. Ouais. Mais les œuvres viennent de l'artiste. Donc tu peux être potentiellement impressionné par... Ouais, mais dès que tu... T'es impressionné 2 minutes, mais ça m'est arrivé de déjeuner avec des gens que j'aime beaucoup, des De Niro, des Spielberg, des gens comme ça, mais au bout de 10 minutes, c'est une personne, quoi. C'est ça. C'est une personne normale. Il y a des trucs qui font rire, des trucs qui font pleurer, et c'est ce des trucs qui l'intéressent, des trucs qui... On est tous un petit être humain comme ça, et on a à peu près tous la même taille, quoi, toi. On n'est pas... On est des petits grains de sable les uns à côté des autres. Donc, après, les œuvres, oui. Les œuvres, tu vas au Louvre et tu regardes des peintures, des sculptures, tu dis... Tu sais être impressionné. Écoute, oui, là, ce matin, on était à Nancy. Et que je connaissais pas bien. Ils ont une place. Alors, j'ai appris que c'était la plus belle place d'Europe, je crois. Avec des portes en or et tout. C'est magnifique. Et puis, il y a des statues tout partout. Je sais pas combien d'années ils ont dû mettre à l'époque pour fabriquer ça, mais ça pousse le respect, quoi. Ceci étant, d'ailleurs, à Toulouse et à Bordeaux, pareil, il y a des places, donc ça va être à peu près la même époque, je crois, qui sont magnifiques. Hein. Donc tu restes impressionnable. Comme ça s'est passé avec Caleb. Mais tout le temps. Je suis tout le temps impressionnable. C'est important de le préciser. On peut penser que les gens impressionnants ne sont pas impressionnés.
Mais je suis impressionné toute la journée, même par le boulanger. Dogman, ça va impressionner? Bah, certains, d'autres non. Il y en a qui ne le verront pas. Mais oui, c'est dommage parce qu'il mérite d'être connu, Dogman. Lui, le personnage. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fascine dans les personnages, c'est que quand on était, par exemple, je prends au hasard en quatrième, tu vois, quand tu es en classe de quatrième, tu passes quand même un an à côté de 30 personnes dont tu te souviens d'aucun. Je suis incapable. Et s'ils regardent cette émission, je m'excuse auprès d'eux, mais j'ai passé un an à côté de 30 gamins et je m'en souviens pas. Par contre, il y a des personnages que j'ai vus il y a 30 ans au cinéma, je les ai vus pendant 2 heures, je les oublierai jamais. Ouais. J'oublierai jamais Indiana Jones, j'oublierai jamais Dark Vador, Forrest Gump, le petit garçon dans Billy Elliot. Voilà, il y a des personnages. euh, Il y a un film qui s'appelle Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby avec Peter Sellers que je vous conseille. C'est un film un peu lent maintenant parce que c'est il y a longtemps. Mais le personnage qui s'appelle Chancy Gardner, Chance Jardinier, c'est son nom. Et c'est pareil, tu vois le film, tu peux pas T'oublies pas le oublier, personnage. tu peux pas oublier ce personnage. Mm. Et ce qui est drôle, c'est et je croise des gens qui me parlent de Nikita, qui me parlent de Léon, qui me parlent de Enzo, qui me parlent de et moi, c'est des personnages avec qui je vis. J'ai l'impression qu'en fait, c'est des gens qui existent, qui ont existé, qu'on connaît. Et ça, c'est assez magique quand même. J'aimerais pour conclure que tu me dises un petit mot. Aujourd'hui, on t'accueille chez Kicker. On est dans les locaux de Kicker. Et j'aurais aimé que tu me dises un petit mot sur Kicker, ce que tu en sais, ce que tu en connais, ta collaboration avec Axiom, en guise de remerciement de l'accueil. Je connais Axiom depuis longtemps et, d'abord, c'est un passionné. Et il m'a tellement bien parlé de Kicker, avec son cœur et tout, que je crois, rien compris à ce qu'il voulait faire. Mais j'avais envie de le suivre parce que il y avait trop de sourires et trop d'étoiles dans ses yeux que je voulais pas m'arrêter à quelque chose que je comprends pas. Et j'ai surtout senti qu'il y avait beaucoup de générosité dans sa démarche. Il avait vraiment envie de partager avec les jeunes musiciens et qu'il y ait une plateforme où ça puisse bouger, etc. Et je peux pas ne pas suivre quelque chose comme ça. C'est pas possible. Il y a trop d'affect, il y a trop d'amour là-dedans. Et du coup, depuis le début, je suis à ses côtés et je le resterai. C'est la passion qui parle et qui te parle. Axiom, quand il vient avec ce truc-là, il y a tellement d'amour. Bien sûr que tu peux pas faire autrement que le suivre. Tu vas pas regarder un PowerPoint c'est ridicule. Ouais. Merci beaucoup, Luc Besson. De rien.